puisqu'on a balayé pas mal de sujets différents. Donc il nous reste une dernière petite session donc, concernant la valorisation des fourrages donc par les porcins. Et donc du coup il y aura deux présentations. Donc la première, il y a eu des essais menés par Stéphane Ferchaud sur l'utilisation d'enrubanage de luzerne pour des porcs en engraissement. Et donc une autre présentation que je ferai ensuite sur les travaux réalisés dans le cadre du projet EcoFeed et qui continue avec le dossier valorage qui a été évoqué tout à l'heure sur le pâturage de porcs en engraissement, donc dans un élevage du Maine-et-Loire. Voilà. Donc je vais passer la parole à Stéphane. Ça, il va pouvoir enchaîner sur les fourrages après la petite pause que je lui ai accordée. Ouais. Donc je vais présenter les résultats obtenus dans le cadre de ces Calibio, avec des essais qui étaient menés à l'époque sans que l'on dispose de la station. Et on était dans un bâtiment conventionnel, qui a été converti d'ailleurs pour mes gestantes maintenant. On était en expérimentation bio-like, mais je vais le définir. Donc le contexte, on le connaît, hein, c'est que la mise à disposition de fourrage grossier réglementaire et l'amélioration de l'autonomie protéique est un enjeu fort. Donc nous avons testé la distribution de luzerne sous forme d'enrubanage et sous forme de foin à des porcs en croissance. Bon, 3 essais qui ne sont pas récents, hein, de 2017 et 2018, avec des lots de 60 porcelets, produits en conditions bio-like, ça voulait dire des cases de truies libres, un sevrage à 42 jours, vous l'avez vu, encore plus ambitieux maintenant, et pas de premier âge. Les aliments étaient formulés sous contrainte bio, pas d'acide aminé de synthèse, et les matières premières étaient conventionnelles, parce qu'évidemment, on vendait des porcs en conventionnel. Et on a distribué un enrubanage ou un foin de luzerne uniquement pour l'essai 3. Donc concernant les mesures, on a mesuré la consommation de l'aliment et de la luzerne quotidiennement par case. On a pesé et effectué des pointages sanitaires individuels toutes les 3 semaines. On a mis en place un certain nombre d'observations comportementales et on a été jusqu'au rendement carcasse G3, M3, TNP, pH. Donc pour chaque expérimentation, on avait 5 lots expérimentaux et 2 cases par lot expérimental, 6 mâles et 6 femelles par lot. Un lot croissance qui était non rationné, avec 4% du poids vif de nos cochons, puis 3,5%. Un lot rationné à hauteur de 10% et un fourrage à volonté. Un lot rationné à hauteur de 15%, fourrage à volonté. Un lot rationné à hauteur de 22%, fourrage à volonté. Et un lot non rationné avec fourrage à volonté. C'est une fausse répétition parce qu'au fur et à mesure des essais, on a modifié un peu un certain nombre de paramètres. Au départ, on n'avait pas été très ambitieux sur le début de distribution. On avait commencé à 100 jours presque et 53 kilos. Puis 90 jours sur l'essai 2, puis enfin 77 jours sur le dernier essai. Les caractéristiques aussi du fourrage sont très différentes. On avait la première année un enrubanage extrêmement humide, hein, à 74,8 de matière sèche, par contre très protéique. Pour l'essai de 2018 en enrubanage, on avait un enrubanage un peu plus standard, et puis on va le voir après, mais on avait quand même de très fortes consommations lorsqu'on leur donnait un fourrage qui n'était pas forcément valorisé par la suite. Donc pour trouver un bon compromis, on a testé le foin de luzerne sur le dernier essai. Le rationnement, comme c'est marqué ici, a un peu évolué au cours de nos expérimentations. Et puis, la durée de l'essai, évidemment, a évolué avec la différence d'âge du début. Donc, la première question, je suis passé un peu vite. Pourquoi j'ai... Bon, il doit me manquer une petite photo ici, mais la première question à laquelle il fallait répondre, c'est est-ce que la luzerne va être consommée? Parce que j'ai souvenir que mes collègues qui, à Lusignan, travaillent sur la sélection de la luzerne, me disaient tu n'arriveras jamais à la faire consommer à tes cochons. Au final, ça était loin d'être le cas,
parce qu'on a des consommations très importantes, et en image, ça représente ça, en moyenne sur les C1, donc jusqu'à 670 grammes d'enrubanage de luzerne par jour. Et là, je ne sais pas si avec la bouteille, on voit à peu près le volume, mais au moment de la restitution de l'essai, j'avais fait un polochon pour présenter la quantité vraiment consommée par les porcs les plus rationnés, et c'était quand même assez impressionnant. On avait été loin d'imaginer qu'ils consommeraient autant, mais comme on n'imaginait pas que les trucs consommeraient autant dans le dispositif actuel. Quand on regarde la consommation, bah évidemment, plus nos cochons sont rationnés, plus ils consomment de fourrage. Et sur les lots en R0, là, en vert fluo, on voit que quand on apporte, même si ces cochons ne sont pas rationnés, un fourrage, il y a une consommation quand même quotidienne qui est loin d'être négligeable. Bon, qui là, pour le coup, est vraiment corrélé à une belle occupation au cours de la journée. Consommation d'enrubanage de luzerne par porc par semaine et par lot. Et là encore, on voit que, au fur et à mesure de la durée d'engraissement, les lots les plus rationnés consomment de plus en plus de fourrage. Pour quelle performance? Donc les croissances en post-sevrage, les petites flèches correspondent au début des essais, les 3 essais successifs, et les croissances à suivre montrent la croissance des porcs au cours de l'essai. Donc pour l'essai 1, on a un GMQ, enfin le GMQ est très bon sur le lot R0. Il est diminué de 3,5%, 3,5 points sur le lot de 10%. Donc on voit qu'ici, on a une compensation qui est quand même apportée par le fourrage. Les performances du lot témoin sont équivalentes à celles du lot rationné non rationné avec accès à l'engrenage. Sur l'essai 2, des résultats qui sont à peu près du même ordre. Là, on a une amélioration du GMQ de 11% par rapport au témoin, qui est significative. Et le lot à 10% de rationnement est équivalent au lot témoin. Dans le cadre de ce deuxième essai, où je vous le rappelle, on était sur un enrubanage standard. Dans le cadre de l'essai 3, on n'a conservé que 4 lots, et là, on a une différence de croissance majoritairement sur le lot R0 avec la distribution de foin de luzerne. Concernant l'indice de consommation, on a une amélioration de l'indice de consommation sur le lot R15. D'un point de vue graphique, ça ressemble à ça, avec toujours la petite amélioration sur le lot R0, et puis le lot témoin et les différents lots rationnés. L'indice de consommation, qui évidemment s'améliore avec le rationnement des cochons. L'indice de consommation par essai et par lot, et l'indice de consommation totale par essai et par lot. L'impact sur les carcasses, donc évidemment d'avoir pu rationner des lots de cochons en leur donnant à disposition un fourrage sans altérer le bien-être, hein, bien sûr, ça nous permet d'avoir des carcasses plus maigres. C'est ce qu'on a ici avec notamment le lot R15 et le lot R22 qui ont des TNP plus élevés. Je croyais que c'est... Ah oui, juste avant, le rendement. Alors pour le coup, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, évidemment, j'aurais pu le dire sur mes mâles entiers, c'est encore plus vrai. Le rendement est détérioré lorsqu'ils consomment du fourrage, donc que ce soit de la paille ou du foin, évidemment le rendement est plus faible parce que même s'ils sont très bien mis à jeun, ils n'ont pas digéré les fibres et donc les estomacs sont plus lourds. Voilà pour ici. Les rendements, justement, ouais, c'est ça. Le rendement qui est effectivement
est toujours plus faible pour les lots qui ont accès au fourrage. Le taux de muscle des pièces qui augmente avec le rationnement comme on pouvait s'y attendre. Et donc en conclusion, la luzerne a été très très bien consommée. L'apport de luzerne n'a pas permis de compenser intégralement les rationnements, seulement partiellement. Et par contre, évidemment, les lots rationnés ont de meilleures carcasses, un indice de consommation amélioré et des carcasses qui sont meilleures. Ça permet de faire un peu de qualité sans affecter le bien-être des consommateurs. Voilà. Et ça, c'était la photo du dispositif. Peut-être que vous avez des questions. Non, et ben on va terminer avec donc la dernière présentation. Merci Stéphane. Donc concernant le pâturage des porcs, donc c'est un retour d'expérience donc d'un travail qui a été fait dans le cadre réalisé dans le cadre d'Ecofid, projet européen, et en fait qui continue actuellement avec le Casdar Valorage. Je vais en dire un petit mot là en introduction, et donc un travail qui a été réalisé donc, avec des collègues de l'ITA, Brieux de Saint et Stanislas Lubac, et aussi Florence Maupertu de la Chambre Pays de la Loire. Peut-être juste pour information, dans le cadre du projet européen Ecofid, on a fait des fiches techniques sur différentes pratiques concernant l'alimentation, donc c'est pas mal autour des fourrages. Donc, tout a été traduit en français et est disponible donc, sur le site internet du projet. Voilà. Et puis aussi, je voulais vous montrer, on a un site internet donc, qui existe depuis un certain temps et là qu'on met pas mal à jour avec le nouveau projet donc Valorage, où on essaye de centraliser les infos concernant l'alimentation des porcs et des volailles. Donc, notamment, on avait fait des tables d'alimentation dans le cadre de ces Calibio et sont sur ce site. Voilà, et notamment toutes les news et autres concernant le projet Valorage sont mises à jour dessus. Donc là, il suffit de cliquer sur le lien. Je pensais que ça s'affichait en même temps là, mais non. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être juste. Non, bah après, c'est pas très grave. Vous pourrez aller voir. Et donc, un petit mot pour le dossier. Donc Valorage, donc ça concerne les porcs et les volailles, et l'objectif c'est d'améliorer la valorisation des fourrages par les porcs et les volailles. Donc il y a trois principales actions. Donc c'est piloté par Interbio Bretagne et la Chambre Pays de la Loire. Donc il y a une première action qui est de suivre une cohorte d'éleveurs qui sont intéressés par l'introduction de fourrage en fait dans l'alimentation de leurs porcs, et aussi pour les volailles. Je pourrais laisser Florine, dans la phase de questions, préciser si besoin. Il y a une action qui vise à réaliser des mesures de digestibilité sur les fourrages pour avoir des vraies valeurs nutritionnelles et pouvoir les inclure à terme dans les processus de formulation, ou en tout cas en tenir compte par rapport à la partie aliments concentrés classique. Donc, il y a une phase d'échantillonnage avec juste des analyses chimiques, et après l'idée c'est de choisir des fourrages où il y aura des mesures de digestibilité qui seront réalisées, donc énergie, digestibilité des acides aminés, etc. Et notamment pour essayer de comprendre l'impact du mode de conservation, parce qu'il y a des résultats préliminaires qui ont été faits par l'INRA qui montrent que ça peut impacter notamment la fraction protéique d'azote qui est disponible pour les animaux, donc entre enrubanage, ensilage, frais ou sec. Voilà. Et une dernière action, donc là où il y aura un réseau d'éleveurs qui va être suivi, donc avec des pesées d'animaux et des suivis du couvert végétal. Donc il y a 3 élevages en porc, donc où il y aura soit de la distribution de fourrage à différents stades, ou un suivi du pâturage des animaux. Voilà. Et donc là, je vais vous présenter donc les résultats d'un suivi qui a été réalisé donc sur 2019-2020. Et voilà, dans le cadre du projet Ecofid, et en fait le suivi continue actuellement. Donc l'objectif étant d'avoir des données chez l'éleveur sur du long terme, notamment pour voir par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées pour faire pâturer les porcs ou semer les couverts, qu'est-ce qui a été adapté, etc. Donc là, ça va être la première phase du travail qu'on a mené avec l'éleveur, et ce qu'il met en place là actuellement a déjà pas mal évolué
en termes de simplification. Et puis voilà, il a déjà appris du premier retour d'expérience à ce sujet-là. Voilà, donc l'objectif de l'éleveur, il achète l'aliment à un fabricant d'aliments. Et voilà, il n'est pas forcément en mesure de fabriquer l'aliment sur la ferme. Donc un de ses objectifs, c'était d'augmenter l'autonomie de la ferme, essayer de réduire le coût alimentaire et améliorer la qualité des carcasses et la valeur nutritionnelle de la viande. Donc du coup, en collaboration, il y a eu la réalisation d'un calendrier annuel de pâturage, l'objectif étant qu'il y ait des fourrages disponibles la plus large période de l'année possible, et aussi d'en récolter à certaines périodes pour potentiellement les redistribuer en bâtiment. Voilà, donc c'est à côté d'Angers, donc ce qui est assez pratique pour les collègues Chambre et Trino qui participent au suivi, et puis les collègues aussi de l'ITAB. Donc c'est un élevage de 45 truies qui produit 750 porcs par an. Voilà, donc c'est une conduite en 4 bancs, donc entre 80 et 120 porcs, donc toutes les 6 semaines. Donc on est sur des tailles assez classiques, hein, voilà, pas loin des 50 truies naissant engraisseurs, ce qui est voilà, des tailles qu'on voit pas mal. Et donc ces sols sont sablo-limoneux, ce qui est compatible avec l'élevage de plein air, ce qui est évidemment un prérequis non négligeable hein, pour tester ce type de dispositif. Donc le naissage des truies est intégralement en plein air, et il y a la particularité de d'avoir le PS en plein air et aussi une partie de la croissance. Et après, les animaux sont ramenés en bâtiment pour être élevés classiquement en bâtiment. Et donc là, l'objectif, c'était qu'ils soient donc ramenés en bâtiment et ensuite qu'ils aient en plus un accès au pâturage. Bah, vous voyez, hein, c'est des systèmes, pour la partie plein air, c'est des systèmes de chalets. Et après, c'est un bâtiment englacement classique. Et il y a des chemins d'accès qui ont été aménagés. Et du coup, les porcs peuvent avoir accès à différentes bandes sur une parcelle de environ 7 hectares que l'on voit ici. Donc, vous voyez donc là, bon, il y a le bâtiment, les chemins d'aménagement. Est-ce que je peux pointer quelque chose? Voilà. Donc là, le chemin d'aménagement, donc là, c'est le bâtiment d'englacement. Donc les porcs peuvent arriver par là. Et donc, en fait, c'est une parcelle qui a été plantée en agroforesterie. Et donc, l'objectif, du coup, c'est de profiter des bandes délimitées, on va dire, par les arbres pour tester différents types de couverts. Donc là, vous voyez, hein, c'était pour la première année, bon, ça, c'était, il y a eu plein de choses différentes de tester, voir ce qui pousse, ce que les cochons consomment ou pas. Donc, il y avait mois à traite, par exemple, betteraves fourragères, raies gras, etc. Donc là, déjà, le système est assez largement simplifié actuellement, avec l'objectif d'avoir quelques cultures actuelles de prairies pérennes riches en protéines assez conséquentes pour des questions voilà, d'économie en particulier. Donc le calendrier de pâturage, donc là vous avez les périodes de semis des différentes ressources fourragères. Et donc il y a eu deux lots qui ont été suivis. Après voilà, ça continue dans le temps avec d'autres projets. Donc certains couverts ont été fauchés pour produire de l'emballage. Oui, monsieur Julien. Et donc du coup, voilà, il y a, les animaux, ils ont pu avoir accès à dans ce que je présente ici, à du mois à trèfle, un carnat trèfle d'Alexandrie, et à du maïs haricot. Comme assez souvent les années climatiques sont toujours un peu... c'est jamais une année normale. Et donc du coup, il y avait eu des difficultés de semis, notamment à l'automne. Et donc pour quand même avoir des choses à regarder dans le cadre du projet, il y a eu un semis notamment de mois trèfle d'Alexandrie qui peut être semé assez tardivement au printemps et qui a le gros avantage de faire de la biomasse en très peu de temps. Donc c'était pour avoir des choses disponibles pour les cochons pendant l'hiver. Voilà, donc il y a des données sur les animaux hein, qui sont collectés, et aussi des données sur les fourrages. Voilà, donc données carcasses, pesées à 3 stades, etc. Et donc fourrage, il y a eu des comptages et des analyses. Je vais passer là-dessus. Donc du coup, c'est pas mal en mode retour d'expérience. Donc l'éleveur, il a testé différentes modalités d'aménagement, il a rechangé, etc. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu plus son retour d'expérience. Donc au démarrage, il séparait donc avec deux rangées de rubans les différents paddocks pour les animaux, des clôtures mobiles. Et après, il s'est rendu compte qu'un seul ruban suffisait et que les cochons n'allaient pas passer de l'autre côté. Donc du coup, il a pu créer ses paddocks avec seulement un ruban au lieu de deux, du coup, ce qui est plus simple en termes
En termes de gestion, alors il y a eu des bandes broyées qui ont été aménagées, notamment dans les couverts qui étaient hauts, le maïs haricot, pour que les animaux puissent circuler correctement et mieux visualiser aussi les rubans entre les paddocks. Voilà, donc là c'est des exemples en photo hein, de bandes qui ont été broyées sur les bords des paddocks. Donc ce qui se faisait en fait, c'était qu'il y avait donc des grandes bandes, et du coup les animaux ils avaient accès au début à un premier paddock, ils repassaient pour aller au suivant, etc. Donc c'était un pâturage au fil avant, grosso modo. Voilà, du coup ils avaient donc évidemment l'eau qui était à disposition sur la partie extérieure, et ils donnaient aussi à manger aux animaux dehors pour les habituer aussi à aller dehors pour ensuite aller pâturer. Et donc du coup ça a été plutôt rapide parce que les animaux voilà, s'habituent à sortir du bâtiment pour aller pâturer. Une des craintes qu'il y avait notamment, c'était, vous voyez, la parcelle est hyper longue, vachement loin, et en fait ça gênait pas forcément les animaux d'aller au bout. À partir du moment où ils avaient compris que c'était une zone où ils avaient à manger, quoi, du coup ça les dérangeait pas de faire la distance. Donc, à titre d'info, les paddocks faisaient entre 700 et 900 mètres carrés. Et là, dans ce qui a été suivi, il y a eu 3 paddocks en mois à trèfle et 10 paddocks de maïs haricot. Et donc, le temps moyen par paddock, c'était 9 jours pour le mois à trèfle et 3 à 4 jours pour le maïs haricot. Voilà. Et donc, du coup, il y a eu un changement parce que donc, ce que je disais, ça pousse vite. Le mois à trèfle, c'est assez pratique, mais du coup, il ne faut pas tout y avoir et la qualité baisse assez rapidement. Et quand les animaux étaient dedans, le stade notamment du mois était assez avancé, c'était épié, donc c'était pas hyper appétant, il y avait un peu de gaspillage, donc du coup ils ont été changés assez rapidement. Voilà, donc comme je disais, il y a eu des mesures hein, sur des relevés de végétation. Les principales conclusions qu'il y avait pour la partie mois à trèfle, c'était qu'ils avaient une appétence qui était très marquée pour le trèfle par rapport au mois. Bon, c'est des choses qu'on a déjà pu observer, notamment des travaux menés sur la ferme des trinotières, où les truies, quand elles avaient le choix, préféraient plutôt les légumineuses aux graminées. Là, on rajoute en plus un effet stade avancé. Voilà, donc les photos, on ne voit pas forcément très très bien. Donc là, on peut voir qu'il y avait du piétinement hein, pour la partie Moa, trèfle d'Alexandrie. Vous voyez, il y avait une partie des feuilles qui était mangée, mais pas la tige, hein, quand voilà, le stade était trop avancé. Donc après, c'est pas nécessairement hyper étonnant, mais n'empêche que ça veut dire quand même que même pour des cochons, il faut qu'il y ait un fourrage qui soit vraiment de qualité, avec de la feuille tendre, si on veut qu'ils en consomment, sinon ils vont pas apprécier, quoi. Ok, donc voilà, ce qu'on disait, hein, le mois à stade trop avancé, donc juste partiellement consommé, et beaucoup de végétation piétinée et gaspillée. Par contre, les trèfles ont été très bien consommés. Et donc les kénopodes ont aussi été consommés en tant qu'adventices. Donc pour le maïs haricot, donc le maïs, donc là on voit les photos. Donc alors ça c'est un truc assez qu'on voit pas mal, c'est en fait quand il mange des fourrages, il recrache via des boules la partie très fibreuse. Donc, je ne sais pas si tu as vu ça toi aussi Stéphane sur le emballage, mais au Trinotia il y avait déjà eu ça, hein, des espèces de pelotes de réjection comme ça. Quand il y a la partie fibreuse. Donc vous voyez là aussi, pareil, le maïs, en fait, il bouffait les grains et il y a les pieds intérieurs qui restaient. Voilà, donc c'était bien consommé. Il consommait aussi les feuilles vertes de maïs. Et donc du rejet des parties ligneuses. Et la partie sèche aussi, les feuilles sèches n'étaient pas consommées. Donc il triait vraiment. Voilà. Bon là c'est exploratoire hein, pour voir un petit peu comment il se comporte là-dedans. Et du coup, le haricot, il consommait essentiellement les jeunes feuilles. Donc, en termes de performance, on disait au début hein, qu'il y avait une des idées, c'était aussi d'améliorer le TMP des porcs. L'idée, c'était aussi que les animaux puissent être rationnés, que le pâturage compense. On va voir que c'était pas si simple et qu'on n'a pas forcément tous les éléments de suivi à ce stade hein, pour avoir une conclusion dessus, mais les relevés continuent. Voilà, donc du coup là on peut voir hein, sur les deux
l'année trimestre 2020 notamment, avec des TMP qui sont à 59,6 et 61,6. Et là, avec les autres ventes qui ont lieu depuis que ça, en fait, ça se confirme qu'il y a une plus-value en termes de TMP, du coup, ce qui satisfait pas mal d'éleveurs, quoi. Après, c'est dû aussi à l'activité, avec l'aspect plein air et autres, et la consommation de fourrage. Donc, concernant les performances de croissance sur les lots qui ont été suivis, donc c'était des animaux qui avaient eu des performances globalement assez faibles. Donc, on voulait comparer, mais c'est pas forcément, voilà, vous voyez, hein, si on est sur des GMQ de finition 600 grammes, 630 pour ceux avec pâturage, voilà, c'était pas des performances très élevées. Donc, l'idée, c'est d'accumuler des données sur plusieurs années pour pouvoir faire un bilan plus précis pour la partie technique. Là, on n'a pas, voilà, c'est pas évident d'amener des conclusions. Là, il y a les résultats de carcasse pour vous donner un ordre d'idée, hein, sur le lot plein air avec le système pâturage. Hein, on était sur usage à l'abattage aux alentours de 224 jours là, pour un lot de cet animal, donc plutôt assez tardif, 218 pour l'autre lot. Poids de carcasse qui était un petit peu plus faible, 87,6 et 86,6 pour le lot avec pâturage, et voilà, un écart de 2 sur le TMP ici. Donc concernant la partie économique, l'idée aussi, ça va être de pouvoir évaluer ça dans le temps. Là, c'était premières observations sur l'éleveur. Le valorage va permettre notamment d'améliorer les données là-dessus. Donc un peu les points d'attention, c'est qu'il y a un coût élevé des cultures fourragères annuelles, qui ont un côté intéressant parce que des fois ça fait des fenêtres de SMIC qui peuvent être un petit peu différentes ou complémentaires des prairies. Ça fait pas mal de biomasse, mais ça coûte cher par hectare, comme il faut les renouveler tous les ans. Et puis après, par exemple, sur des cultures comme le maïs, voilà, qui poussent très bien dans la zone en question, on voit que les cochons les consomment bien, mais voilà, par rapport à du maïs grain qui serait récolté, est-ce qu'il y a une plus-value, il faut aussi regarder ça. Donc il y a du travail supplémentaire dans la gestion des clôtures mobiles. Il faut que ce soit bien organisé pour que ce ne soit pas trop contraignant, évidemment, au quotidien. Voilà. Et quand il y a des mauvaises conditions météo, les animaux ils vont moins pâturer. Donc c'est là où ça peut être intéressant pour compenser d'avoir récolté aussi des zones excédentaires de pâturage pour leur distribuer sous forme de fourrage. Donc dans les conditions de l'essai, donc le calcul théorique qui a été fait, qui sera à vérifier pour essayer de définir un niveau de rationnement qui peut être pertinent d'un point de vue économique. Donc si sur la phase de finition, il y a un rationnement de l'ordre de 30%, il faut que l'augmentation de la période d'engraissement soit au maximum de 30 jours pour qu'il n'y ait pas de perte économique. Ou à l'inverse, si les pertes de croissance font qu'il y a un abattage 15-20 jours plus tard que la conduite normale, ça reste positif. Mais c'est à partir de 30 jours où du coup, d'avance, c'est sûr qu'il y a une perte économique. Et donc si c'est un rationnement à 15% sur la phase de finition, c'est 12 jours d'allogement maximum qui est acceptable, parce qu'après, ils consomment moins par jour, mais s'il reste plus de jours, en fait, au final, ils consomment plus d'aliments. Le calcul est fait comme ça. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver entre le poids de carcasse concernant la durée d'engraissement et aussi le TMP, parce qu'on a vu que voilà, avec les animaux qui pâturaient, le TMP était quand même bien valorisé. Voilà, donc ces éléments n'ont pas pu être quantifiés économiquement pour l'instant, mais le TMP de l'élevage a été vraiment pas mal augmenté. Donc voilà, dans le temps, le but du jeu, c'est de suivre sur du long terme pour pouvoir avoir des conclusions sur ces aspects-là, sachant que voilà, quand c'est en élevage commercial, on n'a pas les mêmes capacités évidemment à collecter des données. Donc le regard de l'éleveur, un des avantages selon lui, c'est la réduction des concentrés. Finalement, la routine pour les animaux était facile à instaurer. Alors j'avais une vidéo, elle a sauté. Bon, je vais vous la mettre après. Donc le sol était préservé, parce que c'était quand même une des grosses questions. Donc le sol était préservé. Et globalement, il se fait la vente directe. Il a eu un retour positif des consommateurs, effectivement, d'avoir les porcs en engraissement qui sont dehors. Voilà, ça plaît. Donc les inconvénients, c'est davantage de travail, le coût des semences. Donc là, dans les continuités du projet, l'idée, comme je vous disais, c'était d'avoir de semer des prairies pérennes, des prairies plus longue durée qui vont rester 4-5 ans pour amortir le coût. Les contraintes météo qui va influer sur le comportement des porcs pour aller pâturer. Et c'est
c'est compliqué de gérer les salles physiologiques des fourrages. C'est vrai que les éleveurs de ruminants à l'herbe sont très habitués à le faire. Et c'est pas si simple, et c'est quelque chose de nouveau dans ce cas-là pour le producteur. Donc ça, c'est aussi une vraie difficulté, quoi. Voilà, et je vais vous montrer la petite vidéo pour terminer, et on pourra ensuite prendre les questions. Alors, est-ce que ça va marcher? Il y a de la musique. Là, du coup, c'est une parcelle de maïs après que les animaux soient passés. Vous voyez, ils repassent à l'endroit où ils ont déjà consommé. Évidemment, c'est pas nickel, mais on avait peur que ce soit totalement détruit par du fouissage ou autre. Donc vous voyez, là, ils ont leur couloir et ils suivent pour aller dans la nouvelle parcelle, quoi. Donc après, c'est comme le maïs est haut, ça fait un effet mur, donc il faut effectivement avoir un couloir d'accès pour aller derrière, même si on est en direct aussi. Sachant que là, c'est un peu à l'aveugle sur la verrutre parce que voilà, des fourragères comme ça, il y a très peu de données disponibles en port, donc notamment un des objectifs de valorage, c'est d'avoir des éléments là-dessus. Voilà, en tout cas, ça les occupe bien, ça fait une activité supplémentaire. Donc voilà un petit peu ce que ça donne quand ils sont passés sur la végétation. Donc tout ça en 3 jours, voilà, pour les lots d'animaux. Et en fait, après, oui, ils suivent toujours le même chemin. On voit une zone piétinée, en fait, ils suivent toujours le bord, comme ça. Voilà, je vais arrêter là. Si je peux me prendre une ou deux questions. Concernant l'avis des consommateurs positifs, c'est uniquement sur l'image ou aussi sur la qualité de viande à consommer? Parce que ça me fait penser à ce que les collègues INRAE de Mirecourt font avec la distribution, enfin le pâturage de luzerne. Et il semblerait qu'il y ait en plus une qualité gustative, enfin en tout cas un produit très rouge qu'il semblait apprécier, quoi. Alors là, c'est pas ressorti à ce stade. On avait fait des mesures oméga 3, oméga 6 pour voir s'il y avait un meilleur équilibre avec les consommations de fourrage. On a eu des soucis au prélèvement en fait, et du coup on n'a pas pu analyser ça correctement. Mais là, ouais, je reprenais. C'était plutôt santé, bien-être, la partie image, quoi. A priori, ressortait le plus, quoi. Sachant qu'une des spécificités, on va dire, par rapport à Mirecourt et généralement aux élevages plein air, c'est que là, on est dans un modèle de production où on est sur des contraintes de filière organisée, donc avec voilà, bon, là, on était sur des lots où il n'y a pas eu des perfs très élevés, mais des abattages aux alentours de 200 jours en objectif. Mirecourt se permettent d'aller beaucoup plus tardivement. Donc, effectivement, le produit final sera différent, mais là, c'est je trouve le mixte entre exigence de résultats techniques et l'aspect pâturage qui est assez intéressant, quoi. Et puis d'ailleurs, ça fournira aussi des références pour les éleveurs en vente directe, en plein air aussi, pour le coup. Quand tu parles d'implanter des prairies permanentes ou de longue durée, t'as pas peur qu'au bout d'un an, ils aient tout saccagé En fait, c'était une des grosses craintes, c'était qu'ils n'allaient pas tout défoncer, d'ailleurs, quel que soit le couvert. En fait, là, vous voyez, ils laissent à peu près tranquilles les zones où ils sont déjà passés. En fait, l'important, c'est qu'ils aient, quand ils ont pu en dire du fourrage neuf, ils savent qu'ils vont bouffer. Et du coup, ils associent à une zone de nourriture, même s'ils ont déjà mangé, ils ne vont pas forcément fuir à cet endroit-là. Il y a d'autres zones, évidemment, où ils fouissent. Mais là, vous voyez, ils repassaient sur des zones déjà pâturées. Et bon, évidemment, on voit le sol, mais il n'y a pas des énormes trous et tout, sachant qu'ils ne sont pas bouclés, quoi. Et le contexte de sol est favorable, et ce qui est quand même un préalable très important. Une remarque de Laurence Bocafui, pour la Chambre Pays de Loire. Pour l'instant, c'est surtout pour l'image. On n'a pas encore pu tester la qualité gustative.
Et là-dessus, Florine donc, réagit en disant concernant le côté gustatif, des résultats qualitatifs émergent avec l'action 1 de Valorage et des retours de consommateurs sont émis avec tout ce que le pâturage implique comme conso autre, notamment blanc, petits fruits, etc. Donc résultat qualitatif, ça veut dire perception de consommation en vente directe, ici en tout cas. Ok, merci. Donc du coup, ça vaudra le coup de caler à l'occasion une présentation des résultats de Valorage. Sans doute que l'année prochaine, il y aura des éléments à présenter. Okay, bon, on va pouvoir terminer. Merci à tous d'avoir participé ici et puis sur Teams. Et puis merci à Valérie Courboulet d'être intervenue, l'IFIP, Stéphane Ferchaud et puis Samuel Froid pour la FNAB. Et puis on est en avance, mais c'est déjà assez long ce type de session. Ouais, merci à tous et vous retrouverez les diaporamas et les vidéos sur le site du pôle bio, notamment vous avez les adresses sur les petits flyers qui étaient sur les chaises et on pourra éventuellement on l'enverra aux personnes qui étaient inscrites pour le chat par mail.